Je voulais juste faire un petit point avec vous pour vous dire que être sûr avec tout le monde que vous n'êtes pas là pour voir le talk de Google. Il y a peut-être encore le temps d'aller les voir. Nous, on est les demis qui faisons toujours du MapReduce. Mais bon, on en reste relativement fiers. L'année dernière, Criteo vous a présenté un talk sur l'infrastructure Hadoop. Comment on était super heureux parce qu'on avait réussi à monter un cluster de 400 machines. Il y a des personnes dans la salle qui apparemment ont rempli un questionnaire de satisfaction. Oui, je parle de toi avec la chemise orange là-bas. Et tu aurais mis sur le questionnaire de satisfaction que Devoxx était une conférence de dev et pas une conférence d'ops. Donc cette année, Criteo a entendu ton cri d'alarme et on va vous faire un talk qui va replacer Hadoop en tant qu'outil au sein de Criteo, qui va vous présenter ce qu'on fait sur le cluster. Alors, ce qu'on fait sur le cluster, on fait essentiellement deux choses. On l'alimente en données et on fait du calcul. Donc, pour vous présenter aujourd'hui ces deux choses, donc, il y a moi, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis ingénieur software chez Criteo. Et Laurent. Je suis ingénieur prédiction chez Criteo. Et Laurent va commencer par vous remettre en contexte pourquoi on a besoin chez Criteo d'un cluster Hadoop. Donc, je vais faire une petite introduction de qu'est-ce que c'est Criteo, juste pour vous mettre un peu dans le contexte de qu'est-ce qu'on fait et comment on va utiliser les outils. Donc Criteo, la phase visible, c'est deux grandes choses. La première chose, c'est tracking d'utilisateurs. Donc on installe des trackers chez les sites de nos clients pour savoir quels produits ils voient, qu'est-ce qu'ils achètent, sur quoi ils cliquent. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple d'un utilisateur au hasard. Et donc là, on construit, nous, des timelines utilisateurs comme ça. Donc, par exemple, les points en bleu, c'est à chaque fois que l'utilisateur a vu un produit. En noir, c'est quand il a cliqué pour le mettre dans le panier. Et tous les points verts, c'est à chaque fois qu'il a acheté un produit. Donc, on est capable de construire des timelines utilisateurs comme ça, assez précises. Donc, à quoi ça sert tout ça ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la publicité personnalisée en temps réel. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce n'est pas des bannières statiques, c'est des bannières qui sont dynamiques. Donc, tout est dynamique, c'est-à-dire la décision de prendre l'affichage ainsi que l'ensemble des produits qui sont dans la bannière sont dynamiques et sont basés donc sur la timeline utilisateur qu'on a récoltée juste avant. Donc, quelques chiffres sur Criteo. Donc, Criteo, c'est 7 data centers. Il y a un peu plus de 12 000 serveurs aujourd'hui. Et en pic de trafic, on va bientôt atteindre 1 million de requêtes HTTP par seconde. Le business model de Criteo. Donc c'est là où on va commencer à comprendre en quoi intervient la prédiction là-dedans. Donc dans un premier temps, on a les publishers, donc Google, Facebook. Donc eux, ils vont nous vendre des emplacements publicitaires vierges dans lesquels on va afficher nos pubs et on les achète au CPM. Donc c'est-à-dire qu'on va payer à chaque affichage, on va payer quelque chose à Google ou à Facebook. Qu'est-ce qu'on fait de ces bannières ? Enfin, de ces emplacements vides, on va mettre des bannières de pub. Donc, par exemple, on va les remplir avec des produits de nos clients. Donc, typiquement, Zalando, on va mettre, ou 3Suisse, on va mettre des vêtements dans la bannière et on va facturer au client au CPC, c'est-à-dire à chaque fois qu'un utilisateur va cliquer sur la bannière. Donc, concrètement, si personne ne clique sur nos bannières, on gagne 0 argent. Donc, le processus qui permet finalement de décider quelle bannière on va afficher, si on affiche la bannière et quelle bannière, nous, on appelle ça en interne l'arbitrage. Donc si on va un peu plus en détail sur la stratégie qui nous permet de décider si on affiche une bannière ou pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'estimer finalement combien cette bannière va nous rapporter. Donc ça, on appelle ça l'espérance de CPM par exemple. Et assez simplement, on va prendre la décision d'achat si cette espérance elle est supérieure finalement au prix qu'on va réellement payer. Donc là, c'est assez simple. Donc pour des modèles au CPC, donc on paye au clic, l'espérance du CPM, c'est égal à l'espérance du nombre de clics, c'est-à-dire que le nombre de fois que l'utilisateur va cliquer sur la bannière, fois le coût que le client est prêt à payer pour un clic. Donc c'est là en fait où rentre la prédiction en jeu. On voit que tout le business model de Criteo, il est basé sur avoir une bonne prédiction finalement de l'espérance du nombre de clics. Donc là, c'est un peu une vue globale. Donc ce que je vous ai présenté, c'est l'arbitrage, le tracking des utilisateurs.
Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et nous, ce qu'on va vous présenter, c'est finalement ce qu'il y a en dessous, c'est comment s'articule tout ça. Donc, le tracking, on récupère les données. La jointure, c'est on va mettre ces données, on va bien les travailler pour qu'elles soient utilisables. Et ensuite, on va faire de l'apprentissage de modèles de prédiction. Et ensuite, on va renvoyer ces modèles de prédiction sur les serveurs d'arbitrage pour pouvoir prendre les décisions d'affichage de bannières en temps réel. Et donc là, pour la première partie, je passais à un JB. Oui. Donc l'année dernière encore, le cluster Hadoop à Criteo, c'était 400 machines. Aujourd'hui, on est à 1200. Et on prévoit sous peu de doubler encore. Ce qui explique un peu l'état de nos décès. Alors, Laurent vient d'en parler. Le business model et le motto de Criteo, c'est d'afficher la bonne pub au bon moment et au bon utilisateur. Alors, ce que j'aimerais, c'est revenir et nous recentrer sur l'expérience utilisateur quand il utilise un produit Criteo. Donc, il y a un père de famille, par exemple, qui veut acheter un vélo pour son fils. Il brousse ça pendant son temps de travail sur son mobile. Et puis, il revient chez lui, il regarde la météo sur sa tablette. Criteo est capable de reconnaître que c'est le même utilisateur et il est capable d'afficher au moment opportun la pub du vélo sur laquelle son fils va cliquer. Alors, l'esprit Criteo, c'est un peu ça. C'est réussir comme ça à donner aux gens des moments de vie un peu plus intenses. Alors, évidemment, ça paraît génial comme ça, et ça paraît simple pour lui. Ce qui est important, et ça fait le sel de sa vie. Nous, ce qui fait le sel de notre travail, c'est ce qui se passe en dessous. Alors, qu'est-ce qui se passe en dessous? Donc, Laurent, pareil, en a déjà parlé, mais moi, j'aimerais revenir dessus avec une perspective software-oriented architecture, comme on dit. La réalité, c'est qu'on a des services qui sont chargés de traquer un utilisateur. Lorsqu'il se rend sur un site, de faire un arbitrage pour savoir si on va lui afficher une pub ou pas. Si on décide de l'afficher, de faire une recommandation sur les produits qu'on va pouvoir lui afficher. Puis un autre service qui va faire un affichage. Donc, le moment où on fait l'affichage, comme Laurent l'a dit, c'est le moment où on perd un tout petit peu d'argent. Et potentiellement, si on a bien fait notre travail, il va, avec une certaine probabilité, cliquer sur la bannière. Et c'est là qu'on fait de l'argent. Alors, ce pipeline-là, c'est un pipeline très simplifié. Là, donc, il y a 5 nuances de gris. Chez Criteo, on est plutôt du genre à en avoir 50. Mais le problème de cette architecture, c'est que tout est out of order. Donc, vous avez bien compris que l'idée, c'est que chacun de ces services va générer des messages qu'on va vouloir loguer. On va vouloir loguer parce que, du point de vue de l'utilisateur, encore une fois, il y a une cohérence de tous ces événements qu'il a générés. Mais quand cette séquence de choses qui se passent chez nous est exécutée, elle est exécutée dans un ordre qui est difficilement prévisible, entrelacé avec plein d'autres utilisateurs. Et donc les événements qui sont générés par chacun de ces services, ils arrivent en tas, avec en général pas de cohérence utilisateur, une cohérence utilisateur qui a été perdue, une cohérence temporelle qui, de temps en temps, n'existe pas, c'est-à-dire qu'entre le moment où il a été traqué et le moment où il fait l'affichage, il peut se passer des heures, des jours, des semaines. Et donc, tout le boulot de notre équipe, c'est de prendre ce volume de données monstrueux, on va parler chiffres ensuite, qui arrive en tas, et de réussir d'abord à le stocker, et ensuite à lui redonner une cohérence, à en refaire ce qu'on pourrait appeler une timeline utilisateur, pour que des outils comme la prédiction puissent faire leur boulot. Alors, prenons un peu de recul sur l'architecture Criteo. C'est 7 data centers. On a des utilisateurs qui sont en général localisés, dont on arrive à garder des cohérences par zone géographique. Et au milieu de cette espèce de montagne, comme les collines de Rome, on a le lac de données de Criteo. Et donc moi, je vais vous décrire comment cette pluie d'informations qui tombe sur les collines Criteo
devient des ruisseaux, fait des rivières, et puis finit par remplir notre lac de données. Alors, le reste va être très pédestre. La réalité des services à Criteo, c'est qu'ils sont codés en C#. C'est une Java Community Conference, mais la réalité, là, c'est qu'on a du C#. Et donc, pour transmettre les messages, on a choisi un espèce de lowest common denominator qui est le message syslog. Donc, la réalité des messages, du flot de messages qui arrivent sur les serveurs et qu'on doit enregistrer sur les serveurs à Criteo, ce sont des messages syslog. Dans chaque DC, on a une vingtaine de syslogs qui sont dédiés à ça, qui traitent chacun jusqu'à 40 000 messages par seconde, et au total, au global, en pic, on arrive à des pics de 6 millions de messages traités par seconde sur l'ensemble de Criteo, sur l'ensemble des DC de Criteo. Ces syslogs ici, ils sont chargés de deux fonctions. Ils font une segmentation des informations. Segmentation, ça veut dire que on va typer les messages, tracking, arbitrage, recommandation, display, clic. C'est un premier axe de classement qui est implémenté par le syslog. Et le deuxième axe, qui est un axe extrêmement important, c'est la discrétisation temporelle. C'est dans le syslog qu'on passe de la vue des données en flot de données, tel qu'on pourrait l'avoir dans des technologies comme Kafka, par exemple, à une vue discrète, batch, où les événements sont agrégés temporellement. Donc c'est très simple, pour chacun de ces types de messages, on a des batchs par heure. Donc pour l'heure 0, tous les événements, pour l'heure 1, tous les événements, pour l'heure 2, tous les événements, pour l'heure 3, tous les événements. On a donc des fichiers qui traînent sur tous les R6 un peu partout sur la planète. Et le problème maintenant, ça va être de rapatrier l'ensemble de ces fichiers dans le data lake. Alors, il y a deux cas un peu distincts. Je vais m'appesantir sur le plus compliqué. Donc, le plus simple, c'est quand on est tout près du data lake. Quand on a peu de latence, quand on a des gros tuyaux pour déverser toutes les informations. Le cas un peu plus difficile, c'est celui où les informations, elles ont besoin de passer dans un tuyau qui est petit et qui a beaucoup de latence. On a pour les DC distants des liens dédiés à 10 gigabits avec un round trip time qui est compris entre 80 et 250 millisecondes. Et donc, c'est relativement difficile de faire passer de gros flux d'informations de manière optimale sur ce genre de lien. Donc, ça demande un peu de tuning system. Et le point principal de l'architecture qu'on a retenu, c'est de faire, pour la transmission de ces fichiers, du many-to-many. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs connexions simultanées vers plusieurs services simultanés. L'avantage de multiplexer comme ça les connexions TCP, c'est que c'est ce qui permet naturellement au mécanisme de régulation de TCP de jouer et au flux d'être smooth. Au niveau interface, l'objectif c'est de placer les fichiers sur HDFS. Un des gros problèmes de HDFS, et je me permets de dire ça à la Java Community Conference, c'est que c'est une idiosyncrasie Java. C'est-à-dire que pour accéder à un système de fichiers HDFS, il n'y a que des clients Java. Il n'y a que ça qui marche bien. Il y a une porte d'entrée relativement universelle. Cette porte d'entrée, c'est l'interface HTTPFS, qui est une interface REST, donc qui est compatible avec curl, qui permet de s'interfacer plus naturellement avec le système de fichiers. Donc c'est ce qu'on utilise. Et la réalité de la transmission des données, c'est que c'est pas du Kafka, pas encore tout à fait. C'est qu'on en est encore à des scripts bash qui font transiter les fichiers sur ces liens, qui font juste des curls pour déposer les fichiers dans le HDFS de Criteo. Donc les fichiers, ils sont compressés, évidemment, compressés avec gzip parce qu'on gagne un facteur 10, rien qu'avec la compression.
On a un layout des fichiers qui est comme ça, et en termes de volume, on est en train de parler, en entrant sur le cluster, données compressées par un facteur 10, de 26 teraoctets par jour, soit un pic soutenu, un pic moyen de 315 mégaoctets par seconde. C'est pas négligeable. Pour encaisser ce trafic, on a simplement 4 gateways HTTPFS. Alors, on duplique toujours les services comme ça et on met en général une couche de round robin un peu bête pour faire de la high availability du pauvre. Ça marche plutôt bien. Et le problème sur ces gateways HTTPFS, c'est un peu le même que sur le lien dédié. Il faut être soigneux si on veut réussir à utiliser le maximum du hardware qu'on a. C'est relativement facile dans notre expérience de faire des POC où il y a des machines qui sont chargées à 10% et on pourrait se dire qu'en extrapolant, la même machine peut tenir une charge 10 fois plus importante. La réalité en général qu'on a observée, il ne faut pas faire de généralité comme ça, mais en tout cas pour les aspects réseau par exemple sur ces machines-là, c'est que quand on commence à monter en charge, il y a des effets système relativement bas niveau qui se font sentir et qu'en général, dès qu'on dépasse 50% de charge, que ce soit sur le network, sur le CPU, sur la mémoire, sur la bande passante disque, on entre dans des régions où il faut faire un peu de tuning pour réussir à dépasser les 50% d'utilisation. Ça a été le cas par exemple sur le réseau. Donc on a un bonding 4 fois 1 gigabit sur ces machines-là et on a dû modifier les algorithmes de hash de bonding des équipements pour qu'ils fassent entrer en compte dans le hash qui répartit donc les flux TCP sur l'ensemble des interfaces de la machine, pour qu'ils fassent entrer dans ce hash des informations de niveau 3. Parce que par défaut, on n'avait que des informations de niveau 2, et donc en fait tout le trafic routé arrivant dans ces machines était orienté uniquement vers une seule interface. Et donc voilà, ce qu'on voit, c'est que sur une machine, une seule de ces gateways HTTPFS, on arrive en pic à 400 mégaoctets par seconde, ce qui correspond à peu près à la limite théorique des 4 gigabits. Ce que vous voyez ici, je vous en parle tout de suite, c'est un des problèmes de notre architecture, c'est que le trafic est très bursty. Comme la discrétisation temporelle est faite en amont de la transmission des données, on se retrouve en fait, au moment où l'heure tourne et où un des batchs de données est prêt et se met à être transmis, avec des pics de trafic extrêmement, extrêmement forts. Évidemment, idéalement, on aimerait lisser ce genre de choses. Je prends un peu trop de temps. Alors, voilà, l'idée c'est d'amener toutes ces données sur HDFS. HDFS à Criteo, qu'est-ce que c'est? C'est 38 pétas de stockage RAW, répartis sur 1200 nœuds, avec des name nodes qui prennent en pic entre 30 et 35 000 QPS. Donc ça, c'est les opérations qui sont faites sur le file system. Dès qu'on est sur HDFS, on a les bonnes propriétés d'HDFS et en particulier, on a la réplication des données. C'est-à-dire qu'une donnée entrante, elle n'est pas acquittée comme étant écrite sur le cluster avant d'avoir été répliquée 3 fois. Et donc là, on a une sécurité des données. On voit là encore une des limitations de l'architecture actuelle, c'est qu'on aimerait que cette duplication et cette sécurité des données, elles soient assurées bien en amont. Là, si par exemple on a un R6 log qui crache et dont les disques crachent, on perd des données. Et des données à Criteo, un fichier pas très gros, sur une heure de clic, ça peut valoir 10 000 €. Donc il y a beaucoup d'argent en jeu. On en est donc au point où tous ces fichiers ont été mis sur HDFS. Et donc, je vous rappelle l'idée, tout est en tas, découpé par heure et par type de données. Et ce qu'on veut en faire, c'est assembler une ligne par utilisateur, une ligne d'événements par utilisateur. Ça se fait avec la partie... Alors oui, donc les data nodes, c'est pas très grave, je vais passer rapidement. Ouais. Donc les data nodes sur le cluster, en fait, ils ont 12 disques de 3 Tera, 96 GB de RAM et 24 cœurs physiques et 48 cœurs multithread. Non, pardon, 24 cœurs
24 cœurs multithreadés, donc 12 cœurs physiques réels. Et donc ils offrent du stockage et du calcul. Donc jusqu'à maintenant, on s'est intéressé au cluster pour son aspect stockage. Comment est-ce qu'on arrive à faire rentrer les données et comment on les stocke sur HDFS. Et maintenant, on va s'intéresser à la partie démêlage de ces données, traitement de ces données et donc calcul sur les données. On calcule avec on calcule pas vraiment avec MapReduce. La technologie de containerisation, elle s'appelle Yarn, que vous la connaissez. Donc, on a 93 téradram, 24 000 cœurs à peu près disponibles. Et le cluster Yarn, il fait tourner 35 000 jobs par jour, qui lisent 1,3 pétas de données tous les jours. Donc, on a beaucoup de jobs qui tournent sur cette infra. On a été très content de passer à Yarn. Évidemment, maintenant, quand on installe un cluster, on ne se pose pas la question, c'est toujours Yarn, mais c'était pas le cas jusqu'à assez récemment. Donc, parmi ces jobs, c'est pas tous des jobs de jointure, c'est pas tous des jobs de préparation des données. Les jobs de jointure, ils sont extrêmement importants parce que historiquement, c'est ça qui a motivé en fait l'arrivée de Hadoop à Criteo. Alors, comme on peut le voir, c'est qu'une petite partie du cluster actuellement, il y a beaucoup de choses qui se sont consolidées sur le cluster. Mais historiquement, ça reste l'application phare qui nous a fait démarrer Hadoop. Donc, sur ces 35 000 jobs initiales, il y en a 12 000 qui sont faits et dédiés à la jointure. La jointure lit 133 Tera par jour. Et en termes de temps sur un seul CPU, passer sur un seul CPU, chaque jour, on dépense l'équivalent de 877 jours de calcul CPU. Tout ça, et c'est la seule fois dans ce talk où vous verrez ce mot, tout ça c'est écrit en Java. C'est écrit en Java et ça utilise cascading. À côté des jobs de jointure, on a les jobs de prédiction. Donc ceux qui utilisent les données qui ont été triées. Il y a moins de jobs. Il y a beaucoup plus de données lues parce que les jobs de learning lisent un historique qui est potentiellement beaucoup plus long que celui qui est utilisé par les jobs de jointure et c'est beaucoup plus CPU intensif. Ça c'est un truc connu. Le machine learning, voilà, ça consomme des cycles. Et là, malheureusement, encore une fois, c'est pas du C#, pas tout à fait. Enfin, c'est du C# en termes de code, mais le runtime est fait en mono. Je pense qu'on est la boîte qui crame le plus de cycles CPU en mono du monde. On n'en est pas forcément fier, hein, mais ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire à Criteo, et que donc, si vous voulez venir nous aider à enlever cette tâche dans notre infrastructure, vous êtes les bienvenus. Alors, j'aurais dû vous parler des leçons qu'on a, mais bon, c'est assez standard. Des problèmes, donc j'en ai déjà un peu parlé. La réplication des données est tardive. La discrétisation temporelle des données est prématurée et entraîne des problèmes de saccade, à la fois dans les transmissions réseau, dans la manière dont les jobs aussi sont conduits, c'est-à-dire que les jobs, les joins, en fait, c'est une entité séparée qui se met à tourner toutes les heures, en gros. Et donc c'est assez poussif, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle arrivée de données, on démarre toute une quantité de jobs, et donc la jointure est inflexible, et les données sont centralisées. C'est-à-dire que ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a des serveurs partout dans le monde, on ramène toutes les données sur un serveur central, avant de faire remonter vers les serveurs périphériques l'ensemble des modèles de prédiction. Il y a un truc qui va pas. Puis c'est un risque aussi. Hein. Si jamais un lien inter-DC claque, on n'a plus d'alimentation de données et donc on risque de perdre du business à cause de ça. Donc les solutions. À court terme, on pourrait imaginer pour à la fois répliquer les données plus tôt et pour rester en flux plus longtemps, utiliser Kafka. Pour résoudre les problèmes de jointure saccadée et faire de la jointure à la demande, on pourrait imaginer faire une jointure naturelle dans une base NoSQL comme HBase, s'il s'agit de toute façon d'écrire dans HDFS, où la jointure serait naturellement présente et il suffirait de la lire et de l'exploiter à la lecture
quand on en a besoin, sans jointure explicite sur le cluster. Et enfin, pour résoudre le problème de la centralisation des données, on est en train de déployer des clusters dans chacun de nos DC. Évidemment, il y a sans doute des problèmes auxquels on n'a pas pensé, qui vous ont sauté aux yeux, et à laquelle vous seriez très heureux de trouver une réponse. Et ça tombe bien parce qu'on embauche. Si ça n'avait pas déjà été très clair. Voilà, je vais laisser... Donc moi maintenant je vais vous parler de la partie apprentissage, c'est-à-dire le calcul des modèles de prédiction et comment on les déploie. Donc avant ça, je vais vous présenter un peu l'équipe qui travaille à créer ces modèles de prédiction. Donc on a les scientifiques, les analystes et les ingénieurs. Vous remarquez un peu la ressemblance assez frappante. Donc les scientifiques, eux, leur but, c'est qu'ils vont mettre en place des modèles de prédiction, donc des régressions, classifications et des réseaux de neurones, donc toutes sortes de modèles. Les analystes, eux, ils sont plus liés au business, donc ils vont essayer de regarder comment modéliser un peu le comportement business. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, l'enjeu c'est d'essayer de prédire le nombre de clics. Donc pour un analyste, l'espérance du nombre de clics, il décompose ça en la prédiction d'avoir au moins un clic sur la bannière, fois l'espérance du nombre de clics, sachant qu'il y a eu au moins un clic. Ensuite, la prédiction du nombre de clics, il se dit on peut modéliser ça par une loi logistique. Et ensuite, l'espérance du nombre de clics, sachant qu'il y a eu clic, par une loi géométrique. Et ensuite, les ingénieurs, nous, notre travail, c'est de faire marcher tout ça. Et parfois, c'est un peu compliqué, comme vous allez pouvoir le voir. On va prendre l'exemple de la régression logistique distribuée, donc c'est ce qui tourne aujourd'hui chez Criteo. Donc le but, c'était de faire tourner la régression logistique, l'apprentissage, sur le cluster Hadoop. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres. Pourquoi on a été motivé pour utiliser la régression logistique sur le cluster Hadoop? Parce qu'on avait vraiment des gros volumes de données. Donc aujourd'hui, par exemple, le modèle ProBackLeak, celui que je vous ai présenté au slide d'avant, c'est 7 jours d'apprentissage de données. Ça représente à peu près 30 millions de clics et 570 millions de displays. Ça fait un volume de données de 7 Tera compressé. Après normalisation, donc ce que j'appelle normalisation, c'est vraiment les données qui vont être en entrée de l'algorithme de learning. Ça fait à peu près 200 millions de lignes pour à peu près 90 features par ligne. Donc les features, c'est le nombre de variables qu'il va y avoir dans le modèle. Donc typiquement, il y a 3 gros types de variables. Il y a les variables utilisateurs, qui sont issues de la timeline. Il y a les variables publisher. Donc par exemple, le publisher, est-ce que c'est une boîte mail, est-ce que c'est un site qui fait de news, par exemple. Et ensuite, il y a les données clients. Donc là, par exemple, ça peut être qu'est-ce que vend le client, est-ce que c'est plus de l'informatique, des vêtements, etc. Et bien sûr, ce qu'on veut, c'est un taux de refresh de ces modèles le plus fréquent possible, parce qu'on sait que ça a un impact considérable sur la qualité de la prédiction qu'on fait. Donc, la régression logistique, ce qui est pas mal, c'est qu'elle a des bonnes propriétés. Donc déjà, c'est l'optimisation convexe. Donc on sait qu'on va arriver à trouver une solution assez facilement. Notamment, il y a des algorithmes de descente de gradient itératifs qui sont assez bien faits pour ça. Et aussi, il y a un super avantage, c'est que la prédiction, donc l'évaluation d'une prédiction, elle est extrêmement rapide. Et ce que je vous ai présenté, si vous vous souvenez dans le deuxième slide, c'est que les bannières sont vraiment faites en temps réel. Donc en fait, c'est vraiment important pour nous d'avoir cette prédiction qui est très rapide, parce qu'on va avoir après 5 millisecondes pour afficher une pub, on va peut-être faire une centaine de prédictions pour prendre la bonne décision, donc c'est important d'avoir une évaluation de la prédiction qui est très rapide. Ensuite, au niveau de l'historique, donc ça c'est ce que disait JB, historiquement, 90% du code de Criteo est en C#. Donc ça peut poser problème quand on veut migrer sur un cluster Hadoop. Donc typiquement, quelques petites choses qu'on voulait éviter. On a testé pas mal de librairies open source comme KnittingBoard ou Mahout. Donc ça marche plutôt bien, mais il nous manque des fonctionnalités et on n'avait pas envie de les réimplémenter, sachant qu'on les avait déjà. Ensuite, on ne voulait pas non plus complètement recoder toute notre base de code en Java en MapReduce. Et aussi, ce qu'on voulait éviter, c'est d'avoir des petites parties sur le back qui sont en Java et des petites parties sur le front qui sont en C#, qui seraient dupliquées en fait, et où il aurait fallu maintenir une cohérence. Ça aurait été un peu compliqué. Donc là, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc on essaie de faire un algorithme itératif
sur Hadoop en C#. Bon, voilà, pour ceux qui connaissent un peu, on voit que ça commence à être un peu tendu. Mais bon, à Criteo, on n'a pas peur. Donc on s'est retrouché les manches, on a pris nos scalpels et on a commencé à travailler. Et ça a donné quelque chose comme ça. Donc je vous préviens tout de suite, s'il y a des grands ayatollahs de l'infrastructure ou des gens un peu qui ont l'âme sensible, c'est le moment de sortir de la salle parce que vous risquez d'avoir peur. Donc, premier temps, ce que disait JB, pour résoudre le problème du C#, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait tourner notre code C# en mono avec Hadoop Streaming. Donc Hadoop Streaming, c'est une librairie native de Hadoop qui permet de faire tourner n'importe quel type d'exécutable en utilisant les flux, les entrées standards. Donc là, on avait résolu déjà à peu près la moitié du problème. On a arrivé à faire tourner notre code sur le cluster. Ensuite, il y a le problème de l'algorithme itératif. Donc, pourquoi c'est un problème, un algorithme itératif? Donc, il va avoir besoin de plusieurs itérations pour converger vers le point optimal. Donc, nous, par exemple, à Criteo, c'est entre 10 et 50 itérations. Et le problème, c'est qu'à chaque itération, en fait, il a besoin de relire l'ensemble du dataset. Donc, on peut voir ça un peu comme ça, c'est-à-dire, on aurait un job MapReduce qui générerait finalement une solution. Donc, une solution, ça serait un point. Et pour descendre au point d'après, on serait obligé d'injecter cette solution dans un autre job avec les datas, refaire un apprentissage et faire 50 itérations comme ça. Donc 50 itérations, à chaque fois on paye le coût d'entrée de devoir lancer un job sur le cluster, donc c'est assez lourd et donc c'était pas un truc super optimal. Donc on a commencé à chercher un peu des solutions et là en fait il y avait déjà des gens qui s'étaient posé la question. Donc il y a la librairie de machine learning de Yahoo qui s'appelle Wapalwabit et eux en fait ils ont développé justement un espèce de pattern pour résoudre ce problème. Et donc nous on l'a adapté pour notre cas et c'est ça que je vais vous présenter. Donc comment ça marche? C'est dans un premier temps on a le mapper qui va préparer les données. Donc préparer les données, c'est qu'il va faire des transformations, des filtres, de la normalisation. Donc il n'y a vraiment pas de machine learning dans le mapper. Il va tout envoyer au réduceur et c'est le réduceur qui va vraiment faire l'apprentissage. Et donc pour résoudre l'aspect itératif, ce que fait le réduceur, la première chose, c'est qu'il va écrire toutes ces données sur le disque local, donc du nœud où il est en train de s'exécuter. Donc une fois que les fichiers sont sur le nœud local, il peut les rouvrir et il peut faire autant d'itérations qu'il veut dessus. Donc là on a résolu le problème des itérations, mais on n'a pas résolu le problème de déplacer le vecteur données, de le propager en fait aux autres nœuds. Donc ça, comment c'est fait? Bon là ça commence à faire vraiment peur. Chaque réduceur, qu'est-ce qu'il va faire quand il va se démarrer? Il va démarrer un listener TCP et il va s'enregistrer dans un serveur Zookeeper. Il va dire je viens de démarrer, je suis sur tel nœud avec tel port. Et comme ça, on va avoir finalement tous les réduceurs vont s'enregistrer dans le serveur Zookeeper et on va être capable de créer en fait un arbre binaire comme ça où chaque nœud ce sera un réduceur et les arêtes ce sera des connexions TCP. Et ces connexions TCP, elles vont nous permettre à chaque fois qu'on fait une itération, on doit propager le vecteur n pour l'étape n+1, et donc ça va se faire par ces connexions TCP. Donc il y a des énormes problématiques de faire ça. On va tout de suite voir, c'est que quand on a un réduceur qui plante, tout l'arbre finalement s'écroule en fait, en réaction en chaîne. On n'a pas la possibilité de faire des retries sur les réduceurs, donc pour la même raison. Le temps de reduce, il dure entre 10 minutes et 3 heures. Donc 3 heures, c'est quand même très long de garder un conteneur 3 heures, surtout sans qu'il plante. Et ensuite, il faut avoir tous les réduceurs dispo pour commencer. Donc si vous lancez un learning sur 100 réduceurs et que vous en avez 99 de dispo, le learning il démarrera jamais. Mais bon, on est un peu joueur, donc on s'est dit, on va tester quoi. Donc ça, c'est une ligne, j'ai pris un screenshot de la ligne de commande qu'on utilise en prod pour faire les apprentissages. Donc ce qui est intéressant surtout de regarder, c'est la partie mapper réduceur. Donc je vous ai pas menti, c'est bien écrit mono avec le binaire qui a été compilé. Et ça, on l'a fait tourner en production. Et donc les stats, elles sont là, c'est que sur les 2 semaines, donc ça j'ai pris les stats des 2 dernières semaines, on a fait tourner 18 000 jobs et le taux de succès il est à peu près de 97%. Donc finalement, en pratique, ça marche assez bien. Donc quelques chiffres. Donc ça fait 1 an que ce code est en production. Donc on apprend tous nos modèles sur Hadoop, en Hadoop Streaming en mono. Donc ça représente à peu près 40 releases. Les jobs, ils prennent entre 1 et 20 réduceurs pour les plus gros,
On est déjà monté jusqu'à 100 réduceurs sur le framework d'expérimentation. Donc ça marche, mais on ne l'a jamais réalisé en production encore. Ça représente 50 modèles actifs. Donc je compte les modèles de prédiction de clics, prédiction de vente. On multiplie tout par 2 par les A/B tests. Et tout ça sur les 4 plateformes, donc Europe, US, Asie, Chine. Donc ça fait à peu près 200 types de modèles. Et ces modèles, on va les rafraîchir. Et en termes de calcul, ça représente à peu près 1300 modèles qui sont calculés par jour. Le temps de learning, ça varie entre 10 minutes et 3 heures. Et on a un taux de refresh entre 3 heures et 6 heures. Donc là, par exemple, j'ai pris un screenshot de l'état de la production. Bon, c'est le 1er avril, mais il faut me faire confiance. Hein. Donc là, par exemple, le modèle 793, il a été rafraîchi 6 fois le 1er avril. Donc ça, c'est bien, mais il y a encore pas mal de travail à faire. Donc là, je vais vous présenter quelques enjeux, en fait, des problématiques sur lesquelles on travaille en ce moment. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est qu'aujourd'hui, on a un taux de succès de 97%, donc ça, c'est super. Mais on a quand même une grosse faille, on va dire, de robustesse qu'on connaît. Et on ne sait pas trop comment elle va se comporter si, par exemple, on double la taille du cluster, si on double le nombre de réduceurs ou si on double le volume de données. Et donc là, on est en train de travailler sur des solutions alternatives pour rendre un peu plus robuste notre pattern de distribution. Notamment, on travaille en ce moment sur Spark et sur Yarn. Donc pas travailler en MapReduce, mais sur des patterns Yarn de plus bas niveau. Pour l'utilisation des ressources, donc aujourd'hui, on a 80% des ressources du cluster, donc de 1200 machines qui sont dédiées pour la production. Bon, là, c'est peut-être pas flagrant, mais vous voyez, à gauche, là, c'est le 8, c'est 80. Et donc quand la courbe elle est au taquet, c'est que le cluster il est au taquet. Et en fait, ça arrive assez souvent. Notamment, là, je vous ai pris un screenshot, par exemple, la semaine dernière. Le cluster, donc il était à 108% des 80%. Et sur ces 108%, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là, il y a 20% et 20%. Ça, c'est des calculs des modèles de prédiction. Donc en gros, sur 1200 serveurs, il y a à peu près 40% qui font que calculer des modèles de prédiction. Et donc aujourd'hui, on est un peu ras sur le nombre de ressources. Donc en attendant qu'on ait notre nouveau super cluster à Paris, qui va doubler la taille de notre infrastructure, et ben faut qu'on travaille vraiment pour faire au mieux avec les ressources qu'on a. Et le dernier point, c'est le scheduling. Alors ça peut paraître bête, mais on a un cluster énorme de 1200 machines qui scale, c'est génial. Mais en fait, tous les jobs sont lancés par une machine aujourd'hui. Et ça, c'est un peu problématique, parce que quand vous lancez 100 jobs sur la même machine, après on a des problèmes de RAM, de CPU, etc. Sans que ce qu'on lance sur cette gateway, il lance un job et il attend après. Donc il n'y a pas de calcul, il n'y a rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est déjà lancer les jobs en asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'attendre que le job MapReduce, on n'a pas envie d'avoir un process Java qui attend pendant qu'un job est en train de tourner sur le cluster pour attendre les résultats. Et la deuxième chose, c'est finalement, on a envie de libérer complètement les ressources sur ces gateways et faire tourner finalement le code dans des conteneurs Yarn. Donc c'est-à-dire, c'est un peu schématiquement comme si on avait un job qui allait lancer un job, qui allait lancer un job. Bon, je reviens à peu près à mon propos sur les modèles de prédiction. Donc, on avait calculé les modèles de prédiction sur notre cluster qui est à Amsterdam. On les sérialise en protobuf et on va les envoyer sur tous les DC. Sur des serveurs FTP, donc après 2 serveurs FTP, donc Paris, New York, Sunnyvale, Amsterdam, Tokyo, Hong Kong, et ensuite on va les envoyer vers nos serveurs d'arbitrage. Donc là je vous ai pris, donc les modèles sont chargés in memory, donc on n'a pas de service de prédiction, ils sont vraiment chargés en mémoire dans les serveurs d'arbitrage, ça prend à peu près 64 mégaoctets par modèle. Et donc là, je vous ai pris un screenshot d'un modèle d'un handler d'administration d'un serveur d'arbitrage. Donc là, il y a une vingtaine de modèles de prédiction qui sont chargés sur ce serveur. Donc là, on va faire un petit bilan de ce que je viens de vous présenter. Donc, régression logistique, en mono, en Hadoop streaming. Bon, ça fait un peu peur, mais ça marche. Donc nous, on est assez pragmatique à Criteo, donc quand ça marche, on est content. Pour le moment. Donc là, on est en train de travailler pour essayer de faire en sorte que, pour le moment, dure le plus longtemps possible. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On est un peu en avance, donc j'en profite pour en remettre une couche. Ce qu'il faut mesurer, c'est qu'à Criteo, ce qu'il faut mesurer à Criteo, c'est pas l'absence de Java.
c'est le potentiel de Java et Criteo. Criteo, c'est une boîte qui a besoin de votre énergie créatrice, où elle ne sera pas contrariée, mais canalisée, et où vous pouvez encore avoir un impact. Donc venez nous aider et faire en sorte que le talk qu'on fera l'année prochaine, j'espère, soit enfin le talk de Java à Criteo. Alors, très concrètement, aujourd'hui... On m'a demandé de reformuler la question pour l'enregistrement. C'est ce que je vais faire. Tu veux le faire? Vas-y. Donc, la question, c'est de savoir si, quand on parle d'utiliser Spark, il s'agit d'utiliser l'infrastructure Spark ou l'infrastructure et les librairies de machine learning de Spark. Alors, concrètement, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur ça et la question, elle est ouverte, pour répondre simplement. Donc là, on est en train de faire tourner MLlib, je ne sais pas si c'est à ça qu'on pensait, sur le cluster et on teste les performances en termes de modèles de prédiction, en termes de performance, en termes d'utilisation des ressources. Donc on n'en est pas encore au point où on sait si on va utiliser l'un ou l'autre, mais c'est quelque chose qu'on peut envisager. Ouais. Surtout la grande question, c'est que si on utilise typiquement MLlib, le problème c'est qu'on va avoir besoin de faire probablement du tuning dans les algorithmes, et notre grande question c'est à quel point c'est facile pour nous de faire ça dans un code. Ce qu'il faut comprendre, qui est peut-être pas évident, c'est que le code de prédiction, c'est un peu les bijoux de famille Criteo. C'est vraiment hyper important. Donc il y a beaucoup... alors voilà, on y est très attaché, peut-être pour de mauvaises raisons, peut-être plus pour des raisons psychologiques que pour des raisons techniques, mais en fait c'est une réalité, il y a une grande crainte à le changer. On fait toujours très attention quand on change la moindre chose. C'est Laurent qui peut vous en parler. Et donc voilà, c'est un sujet sur lequel on n'avance pas forcément très vite, ou qui est très sensible. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est une remarque d'ordre plus général sur le fait que le machine learning et la prédiction, voilà, c'est ce qui fait gagner de l'argent à beaucoup de monde. C'est ce qui fait gagner de l'argent aux traders parce qu'ils sont capables de prévoir l'évolution du prix des actions. C'est ce qui nous fait gagner de l'argent parce qu'on est capable de prévoir les comportements des utilisateurs. Voilà, d'autres questions? Oh, il y en a trop. Donc la question c'est qu'est-ce qui changerait si on discrétisait avec une granularité plus fine? En fait, en termes de jointure, quand on fait une jointure avec une granularité plus fine, on est toujours à peu près obligé de relire une quantité de données équivalente. Donc si on fait une jointure avec une fréquence 4 fois plus rapide, on a simplement 4 fois plus de charge sur le cluster. Donc c'est ça qui est embêtant. Et c'est pour ça que je m'avance un peu, hein, il y a des collègues de Criteo, m'en voulez pas de ce que je vais dire. C'est pour ça que une partie de la solution du problème, pour moi, c'est de... Donc on a pensé à plusieurs solutions. Il y a déjà des jointures qui se font dans Storm, qui tiennent compte de la cohérence temporelle des données, c'est-à-dire que autant entre le moment où on fait un track et le moment où on fait un affichage, il peut se passer énormément de temps, autant entre le moment où une personne arrive sur un site et le moment où elle va afficher la bannière ou le moment où elle va cliquer sur la bannière, on sait que la fenêtre temporelle elle est réduite. Donc on peut exploiter cette cohérence temporelle pour faire des jointures de manière légèrement optimisée en ayant un buffer, faire des jointures en live avec un buffer d'une taille qui correspond à la fenêtre temporelle qu'on veut examiner. Ça, c'est des solutions qui marchent bien avec deux flux, mais là, ça devient beaucoup plus complexe quand il y a plusieurs flux beaucoup de flux qui convergent. C'est aussi une solution qui marche mal si les fenêtres de temps s'agrandissent. Et donc pour moi, la solution naturelle, c'est NoSQL. On a une clé,
et on injecte dans une base NoSQL avec des DSS tables derrière, ça peut être Cassandra, ça peut être HBase. Et la jointure, elle se fait de manière naturelle. Elle se fait sur disque parce que toutes ces bases, elles utilisent du stockage qui est pas cher et qui est sur disque. Donc on peut avoir des buffers de rétention qui sont monstrueux. Et elles ont un gros avantage, c'est qu'on peut faire la jointure à la demande. C'est-à-dire qu'en gros, les données sont là. Et quand on en a besoin, on relie et les données sont bien classées. Et il y a des mécanismes qui, par exemple, permettent de relire des tables HBase Voilà, donc c'est cette question de la transition entre le flot de données et le batch, elle est extrêmement importante. Voilà, pour l'instant, on la traite comme ça. On imagine la traiter autrement, que ce soit avec Storm ou avec d'autres solutions. A/B testing. Alors, reformuler la question. Comment on fait pour tester différents algos, savoir qu'un algo est meilleur qu'un autre? Ben, on fait de l'A/B testing. Donc on coupe la population en deux. Une population soumise à un algo A, l'autre à l'algo B. Et ensuite, on regarde vraiment en production laquelle est la meilleure. Enfin, on peut régler sur combien de pourcentage on veut faire, mais c'est random en fait. Donc c'est complètement randomisé. Alors, juste pour préciser, l'A/B testing, ça ne veut pas dire qu'on le fait en live. Ça ne veut pas dire qu'on le fait forcément sur les serveurs au moment où je produise les choses. On a des moyens de faire de l'A/B testing offline. Juste pour préciser si c'était dans la question. Ça, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer la pertinence de l'A/B testing si on le fait offline? Bah, c'est assez compliqué. Donc on a des métriques qui sont un peu scientifiques, un peu empiriques, on va dire, un mix entre les deux. Et on sait que, par expérience, si c'est métrique, donc c'est typiquement des RMSE, ce genre de choses, où on intègre des composantes business dedans, on sait que, en pratique, si les tests offline donnent des améliorations de performance, on est à peu près garanti qu'on a les mêmes améliorations de performance au moment de faire l'A/B test. Donc c'était très vrai il y a un an, c'est de moins en moins vrai, parce qu'on raffine le modèle de plus en plus et on commence à atteindre un peu les limites, mais pour le moment c'est toujours vrai. Alors, la question c'est est-ce que les modèles de prédiction sont par zone géographique? Donc là les modèles de prédiction sont par data center, donc ils sont par zone géographique, mais c'est pas des zones vraiment. Enfin, c'est pas nous qui les avons choisies, elles sont pas choisies automatiquement, elles sont choisies by design par les data centers. Quoi. Donc concrètement, on a un modèle pour les États-Unis, par exemple, un modèle pour l'Europe, un modèle pour l'Asie. C'est une bonne question. La question c'était quelle est la proportion des affichages qui correspondent pas à du retargeting? Je pense qu'elle doit être très faible. Mais, je suis pas sûr qu'on fasse beaucoup d'affichages qui soient pas du retargeting. Hein. La plupart des. C'est pour savoir, enfin, qu'on soit en retargeting ou pas en retargeting, la problématique elle est la même, c'est de savoir est-ce que la bannière elle est pertinente en fait. Enfin, ça c'est indépendant de savoir si on est en retargeting ou pas. Ce qu'on veut c'est proposer une bannière pertinente. En retargeting c'est plus facile parce qu'on a une timeline utilisateur, mais la problématique est exactement la même si on n'était pas en retargeting. Pour répondre exactement à votre question sur retargeting versus non retargeting, ça a été une problématique forte de Criteo de savoir comment faire ce qu'ils appelaient du upper funnel, c'est-à-dire comment réussir à driver des gens et à faire des affichages pertinents sur des gens pour lesquels on n'avait basiquement pas d'informations. Et c'est un problème compliqué. Mais c'est un problème qu'on se pose évidemment. Donc la question c'est est-ce que les choix architecturaux pour faire le scale-out de la plateforme
peuvent avoir un impact en termes de performance sur la prédiction? Donc la réponse est oui, parce que tout simplement, le taux de refresh, rien que ça a un impact énorme sur le modèle. Donc c'est-à-dire le moment entre où vous avez récupéré la donnée par le tracker et le moment où cette donnée elle va être utilisée pour apprendre un modèle qui va vraiment être utilisé, ce temps-là, c'est le taux de refresh en fait. Il a un impact considérable sur les performances business. Donc, notamment, on avait fait un A/B test, par exemple, où on avait essayé de friser complètement le taux de refresh des modèles, et on avait une dégradation de l'ordre de 1% de revenus par jour, quoi. Donc un jour 1%, 2 jours 2%, 3%, etc., quoi. Donc ne serait-ce que pour cette partie-là, c'est important. D'ailleurs, ça a été une des motivations de passer sur Hadoop, de pouvoir décupler la puissance de calcul disponible, et ce, malgré une autre influence qui est une influence négative. Donc on n'est pas rentré dans le détail de l'algo de prédiction, mais il y a 2 passes dans l'algo de prédiction. Il y en a une qui est très parallélisable, où on peut l'éclater sur autant de réducteurs qu'on veut, et une qui l'est pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être ISO avec le code qui tournait il y a 1 an et demi sur le cluster Hadoop. Et on sait que probablement le fait de ne pas avoir été ISO, ça a légèrement dégradé les performances d'un modèle. Mais par ailleurs, comme on gagne monstrueusement en termes de puissance de calcul, en termes de rafraîchissement des modèles, avant il y avait peut-être un modèle calculé par jour. Ouais, ce que j'allais dire, avant qu'on passe sur Hadoop, on avait un modèle tous les jours, et pour les plus gros, des fois tous les 2 jours, quoi. Là, on est passé à un modèle tous les 3 à 6 heures, c'est considérable quand même la différence. L'un dans l'autre, voilà. Ça se dégrade d'un côté, mais on récupère largement en termes de puissance. Voilà. Ah, time up, c'est fini. C'est fini. C'est fini.